C'est parti. Bien, bonjour à tous et merci de cette introduction. Merci l'UCC de cette formidable opportunité de partage, comme je vous disais en intro, de ces bonnes pratiques auprès de vous, communicants, agences. L'objectif, vous l'avez compris, hein, c'est de vous faire part un peu de parler d'influence responsable, de l'influence responsable et de vous faire part un peu de nos constats, notamment dans le cadre de l'Observatoire de l'influence responsable qui a été mis en œuvre par l'interprofession réunie à l'ARP. Vous savez, l'ARP est une émanation, hein, de la profession qui regroupe les marques, les agences, les médias qui ensemble vont définir les règles du jeu, les règles éthiques, les bonnes pratiques et vont prendre un engagement fort qui est celui de respecter ces règles et vont nous confier donc le soin de veiller à la bonne application de ces règles avant et après diffusion. Et l'Observatoire s'inscrit dans ce cadre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un point d'actualité qui date de l'été dernier. Vous en avez sans doute entendu parler, qui est pleinement connecté à notre sujet, c'est la condamnation de Nabila par la répression des fraudes pour pratiques commerciales trompeuses. Voici un petit contenu réalisé par Brut. J'ai accepté de mon plein gré de payer une amende de 20 000 euros, tout simplement parce que il y a 4 ans maintenant, 4 ou 5 ans, j'avais fait un post sur le Bitcoin. Même si vous y connaissez rien, ça vous permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup. Genre, vous investissez des petites sommes. Genre, moi, j'ai dû mettre à peu près 1000 euros. J'ai déjà gagné 800 euros. Mais vous pouvez faire beaucoup moins. Et en plus, c'est un site qui est sûr. Ça vraiment bien que le gouvernement passe les bouchées doubles et mette en place des structures, des règles, des lois pour ce nouveau métier qui est l'influence, parce que aujourd'hui, être influenceur, c'est un vrai métier. J'ai réussi à vous obtenir moins 50% de réduction. La marque, c'est une marque que j'adore. C'est trop bien. Nous estimons que les influenceurs ont évidemment une responsabilité particulière parce que c'est eux qui vont recommander un produit, c'est eux qui vont orienter l'acte d'achat et la consommation vers tel ou tel produit. Et je voudrais vraiment faire appel à tous les influenceurs qui ont un impact considérable sur la décision d'achat des jeunes. Prenez vos responsabilités, faites attention à ce que vous recommandez, faites attention à vos promos flash. Il faut que tout ça corresponde à la réalité du produit. Écouteurs sans fil, dernière génération. C'est vraiment une tuerie. Comme tous les métiers, ça doit être cadré et réglementé. Je n'ai aucun souci avec ça, au contraire, je suis en total accord. Et puis, je suis même très contente que ça se régularise petit à petit, qu'on puisse avoir des vraies règles, qu'on puisse savoir, nous aussi les influenceurs, où on va. Donc vous voyez, Nabila est tout de même une bonne communicante, malgré tout ce qu'on peut entendre sur elle, puisqu'elle arrive finalement à détourner le problème en appelant de ses voeux une réglementation, une régulation, en interpellant notre ministre de l'économie, alors que le cadre légal existe bel et bien, et s'il n'existait pas, elle n'aurait pas été condamnée pour pratique commerciale trompeuse. Donc vous l'avez vu, pour la petite histoire, elle a fait la promotion d'une crypto-monnaie sans dire qu'elle avait été rémunérée et en taisant les risques. Et surtout, elle s'adresse à un jeune public. Ça avait aussi ému à l'époque l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Donc cette condamnation est intervenue 2 mois après le lancement, en tout cas la fin des analyses menées dans le cadre de l'Observatoire de l'influence responsable. Cet observatoire, il émane de la profession, je vous le disais en intro. Il y a un comité de suivi qui est composé à la fois de marques, de l'union des marques, d'agences,
digitales, d'agences spécialisées dans la mise en relation des marques et influenceurs, de plateformes techno aussi, qui opèrent à grande échelle cette mise en relation, marque et influenceurs, type Reach ou Tracker ou Call Square ou Influence for You. Il y a aussi des réseaux sociaux. On a parmi les adhérents de l'ARP la chance d'avoir autour de la table TikTok et Google, et qui ensemble vont définir un cadre, un référentiel, une méthode de l'observatoire et vont prendre des décisions, donc décider d'un plan d'action. Et le certificat de l'influence responsable s'inscrit dans ce cadre. Cet observatoire, il porte sur une règle déontologique qui a été adoptée en 2017, donc une règle déontologique en lien avec les règles de transparence et de loyauté applicables au marketing d'influence. Pour la petite histoire, on a le patron d'une grande agence qui était venu nous voir il y a 4 ans de cela, pour nous dire qu'il faisait l'objet donc d'un contrôle de la DGCCRF, de la répression des fraudes, au motif qu'il avait organisé un event pour un de ses clients, un constructeur automobile. Il avait invité des youtubeurs, des influenceurs, des blogueurs, mais aussi des journalistes. Il avait mis à leur disposition un hashtag et la répression des fraudes lui reprochait justement d'avoir demandé à ces émetteurs de contenu, à ces blogueurs, influenceurs, d'avoir émis du contenu sur Twitter sans avoir dit que c'était sponsorisé. Et là, il soulève un problème qui est clé et dont vous avez sans doute tous conscience, c'est je n'ai jamais rien exigé, ni de ces influenceurs, ni de ces blogueurs, ni de ces journalistes. Ils étaient libres de poster ou pas. S'ils avaient pris la parole, ils pouvaient le faire en bien ou en mal. Donc si on me demande en gros de mettre hashtag collaboration, sponsorisé, partenariat sur ce type de contenu, on va tuer les relations presse. Donc il faut vite édicter des règles et c'est là toute la force de l'autorégulation, c'est qu'en 3 réunions, marques, agences, médias aussi, se sont réunis pour définir des critères objectifs qui permettent de dire: là, on est dans des relations presse classiques, là, on entre dans la collaboration commerciale et cette règle, elle est pleine de bon sens. Et elle est simple à comprendre, c'est d'ailleurs qu'il y a des engagements réciproques. Des engagements réciproques pris de part et d'autre, côté influenceur, côté émetteur, créateur de contenu, de créer un contenu en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit. Ça peut être un paiement, mais ça peut être aussi un cadeau, un événement, un voyage ou autre. Mais dès lors qu'il y a des engagements réciproques pris de part et d'autre, on entre dans la collaboration commerciale et la règle prévoit que celle-ci doit être indiquée de manière explicite et instantanée. Et c'est tout ce qu'on a vérifié dans le cadre de cet observatoire. Alors, cette année, on avait lancé une version bêta il y a 2 ans de cela, où l'approche était vraiment manuelle. On avait analysé 500 contenus, mais cette année, l'approche s'est voulue beaucoup plus ambitieuse, puisqu'on s'est adossé à des plateformes techno, Reach et Tracker, avec qui on a co-construit des algorithmes qui nous ont fait remonter du contenu automatiquement, publié sur l'année 2020, du contenu qui provient en fait des API des plateformes, parce que ces plateformes intègrent les API des réseaux sociaux, Instagram, YouTube, et d'autres réseaux sociaux. On verra tout à l'heure, il y a des particularités selon les réseaux sociaux. Et on a co-construit des algos qui ont analysé le texte et qui nous ont fait remonter tous les textes dont le champ lexical avait une forte teneur commerciale. Par exemple, merci à au nom de la marque, j'ai été invité par l'usage d'un code promo. Tout ce texte-là, tous ces posts-là nous ont été remontés. On les a classés dans différentes catégories de types d'influenceurs, top tail, plus d'1 million de followers, d'abonnés, mid tail, c'est la grosse partie de l'influence, entre 10 000 et 1 million d'abonnés, et la long tail, moins de 10 000 abonnés. Et donc réparti comme suit, le gros du gros, vous vous en doutez, c'est Instagram, c'est 75% contre 25% sur YouTube, ça c'est via Reach, et via Tracker qui intègre, qui parvient à récupérer les contenus de TikTok, c'est 5 000 contenus. Donc en tout, 25 000 plus 5 000, on a analysé 30 000 contenus. Nos juristes ont analysé 30 000 contenus, préalablement analysés par de l'IA, par une approche algorithmique du traitement du langage naturel. Et derrière, nos juristes ont qualifié, classifié les contenus et on a analysé si les règles étaient respectées, si la transparence était là, si le hashtag était bien mis, enfin l'indication du partenariat était bien faite de manière explicite et instantanée. Mais on en a profité aussi pour voir si d'autres règles étaient respectées, des règles en lien à des secteurs réglementés, très réglementés, comme les jeux d'argent, comme la santé, comme l'alcool, et aussi des règles éthiques comme le développement durable, la lutte contre le greenwashing, les comportements alimentaires, un ensemble de corpus de règles dont je vous ferai part tout à l'heure. Donc 30 000 contenus qui représentent qui émanent de 7 000 influenceurs.
Donc 18 000 sur Insta, 5 000 sur TikTok et 6 000 sur YouTube. On a donc vérifié que les partenariats étaient bien indiqués. On a vérifié aussi que les règles éthiques et sectorielles étaient respectées. Et les résultats, le voici, vous en avez entendu parler. Il y a une dépêche AFP en septembre. On a communiqué sur le lancement de l'Observatoire le 13 septembre en même temps que ces résultats. Plus d'un quart des contenus dissimulent l'intention commerciale. C'est beaucoup. Les 3/4 ont au moins un début d'identification. Ça ne veut pas dire que c'est 100% conforme. On considère que c'est 100% conforme quand l'indication est explicite et instantanée, donc avec des termes clairs et accessibles à tous, et que d'emblée, l'audience, le consommateur perçoit qu'il y a une intention commerciale. Vous l'aurez compris, le risque, c'est de laisser entendre, induire en erreur, laisser entendre que finalement, c'est l'avis personnel de l'influenceur qui est exprimé et qu'il n'y a pas de marque derrière. Mais malheureusement, 32% le font, mais de manière pas suffisamment explicite ou pas suffisamment instantanée. Mais l'enseignement le plus intéressant, c'est par type d'influenceur. On se rend compte que plus on est chez des petits influenceurs de moins de 10 000 abonnés, plus le taux d'opacité, de manquement, en fait, est élevé. 43% chez les moins de 10 000 versus seulement 12% chez les plus d'1 million. Et là, le comité de suivi en a tiré un enseignement, c'est un insight qui est fort, c'est finalement, plus l'influenceur est professionnel, plus il se professionnalise, plus il a connaissance des règles, sans doute parce qu'il est davantage accompagné. Mais plus l'influenceur est petit, moins il a connaissance de faire du marketing d'influence et d'être soumis à des obligations, à un cadre légal et déontologique. Ça, c'est l'enseignement clé qui a conduit le comité de suivi à lancer, à dire voilà, il y a un enjeu pédagogique, il faut y répondre par une certification. Une certification qui va permettre aux influenceurs d'abord de mieux maîtriser le cadre légal, le cadre éthique. Influenceurs, créateurs de contenu, on a de plus en plus tendance à les appeler créateurs de contenu. Oui, parce qu'il y a aussi une idée sous-jacente, c'est de se défaire de cette idée selon laquelle le marketing d'influence se résume à des stars de la télé-réalité qui opèrent des arnaques depuis Dubaï. C'est de tordre le cou à cette idée-là. Parmi les 150 000 influenceurs qu'on référence sur les plateformes dont je viens de vous parler, l'influence façon star de la télé-réalité Dubaï, c'est 0,3%. Mais ils font beaucoup de bruit. À côté de ça, il y a un métier qui demande à être structuré, qui demande à se professionnaliser, qui demande à mieux maîtriser les règles. Et l'objectif de la profession réunie à l'ARP, justement, c'est de l'accompagner et mettre un terme à ces dérives pour justement promouvoir et permettre à un marché de se pérenniser par la confiance, par la transparence. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas no trust, no business. Il ne peut pas avoir de marché à long terme. Donc, leur permettre à la base de maîtriser un cadre légal et éthique, protéger leurs audiences, les communautés, le consommateur, mais aussi, il y a une stratégie de différenciation là-dedans, c'est de permettre aux créateurs de contenu de se différencier auprès des marques. Et voilà, je maîtrise un socle de règles. Est-ce qu'il y a des enjeux de brand safety, on le verra tout de suite. Vous, avec moi, influenceurs qui maîtrisent un minimum de règles, le socle de règles éthiques, la lutte contre les stéréotypes sexistes, la lutte contre le greenwashing, sur tel ou tel secteur pour les produits cosmétiques, je connais un minimum de règles, eh bien, il n'y aura pas d'enjeu d'atteinte, il n'y aura pas d'atteinte à votre image de marque, vous marque. Et donc, pour les marques, c'est aussi important, et on l'a vu encore il y a 2 semaines, les marques de plus en plus le priorisent, voire l'imposent, comme le Club Med. Je ne sais pas si vous avez vu l'information. Le Club Med rend obligatoire le certificat de l'influence responsable. Donc, dorénavant, dans toutes leurs collaborations, ils demanderont à ce que les influenceurs soient certifiés. On verra en quoi ça consiste concrètement pour un influenceur de certifier. Les marques ont un rôle clé à jouer, mais vous l'avez dit Thomas en introduction, c'est l'affaire de tous, des marques, des agences et aussi des influenceurs. Cette question de l'influence responsable. Donc, se différencier parce qu'il y a un enjeu de brand safety. Pour illustrer un peu l'enjeu de brand safety, les influenceurs sont des individus avec leurs forces et leurs faiblesses et les dérives. Alors, pour la plupart, constatées à l'étranger, quoique finalement Emma Cakeup et Vlad sont 2 influenceurs français qui ont pu faire la promotion de sites de contrefaçon. Mais on aura constaté bien plus grave. L'ensemble de ces influenceurs ont des partenariats avec des grandes marques, certains d'entre eux. Logan et Paul qui a fait une vidéo choc dans la forêt des suicidés au Japon, ou Sandoz Alcatan, qui est une influenceuse koweïtienne, qui remet en cause les droits des domestiques philippins en
légitimant, en justifiant le fait que leurs employeurs confisquent leur passeport, ou enfin PewDiePie qui a pu tenir des propos antisémites. Donc l'ensemble, qui avait des contrats notamment avec Disney, bien sûr, donc les marques ont rompu leur partenariat. Donc l'enjeu de brand safety est fort. Et c'est aussi dans ce cadre que s'inscrit le certificat de l'influence responsable. Il y a un enjeu de responsabilité juridique et déontologique. Je n'ai pas parlé du jury de déontologie publicitaire, mais l'ensemble de la profession peut répondre devant un jury indépendant, qui est une instance de sanction associée à l'ARP, qui traite des plaintes des consommateurs, des plaintes des professionnels sur la base des règles déontologiques et non pas du droit, parce qu'il y a des tribunaux pour cela. Et donc la sanction, elle est très inspirée d'un modèle anglo-saxon qui est le name and shame, donc la publication d'une décision. Donc il y a un enjeu de responsabilité et aussi un enjeu RSE. De plus en plus de marques nous font monter ce souhait, c'est le fait d'exiger ou de prioriser les collaborations avec des influenceurs certifiés et formés à ces règles de lutte contre le greenwashing ou de lutte contre les stéréotypes, souhaiteraient faire remonter ça dans leur politique RSE. Donc voilà, il y a un enjeu aussi RSE pour les marques. L'objectif de ce certificat, c'est aussi de faire des influenceurs les ambassadeurs de ces bonnes pratiques. Les influenceurs s'influencent entre eux, donc faire en sorte que ces bonnes pratiques puissent ruisseler idéalement de KOL, de Key Opinion Leader, de grands influenceurs vers des couches un peu, des audiences un peu plus modestes. C'est pour cela qu'on a nous-mêmes activé des influenceurs en partenariat avec Brut pour faire la promotion de ce certificat en partenariat ici avec Marion Caméléon, qui est donc une influenceuse qui devient très célèbre et qui est spécialisée dans le maquillage et qui fait des choses vraiment exceptionnelles et que je vous propose de voir. C'est une courte vidéo d'1 minute. Voilà, là je suis en mode Marion Caméléon, donc je suis dans mon studio, j'ai allumé toutes mes lumières, mes caméras, mes retours, j'ai mon micro. C'est ici donc que la magie opère. Bon, ça dépend encore des périodes, mais je dirais que je dois recevoir par jour une dizaine de colis. Là, par exemple, c'est une marque avec laquelle je travaille souvent, donc avec laquelle je fais souvent des partenariats, donc ils me payent pour que j'utilise leurs produits. Et donc là, voilà, il y a tous les produits, donc je vais regarder. Alors là, sur toutes mes dernières vidéos, il y avait une intégration YouTube sur cette vidéo-là avec des culottes de règles. Mais du coup, j'ai coché la case et quand on la coche, vous voyez, il y a ça. Donc voilà, les influenceurs eux-mêmes, ambassadeurs de ces bonnes Voilà. pratiques. On a d'autres vidéos que vous pourrez vous-même constater, là ici avec Lena Vivas sur TikTok, qui représente près de 5 millions d'abonnés sur TikTok, qui doit être la 7e ou la 9e influenceuse sur TikTok en termes d'audience, avec laquelle on a pu aussi faire un partenariat toujours avec Brut, justement sur les erreurs à éviter quand on est influenceur, que ce soit dans le dropshipping ou sur la transparence ou autre, sur d'autres aspects. Donc, toujours très intéressant de voir. Donc, les conditions d'obtention de ce certificat, c'est d'abord suivre un parcours d'apprentissage dont je vous ferai part d'un bref aperçu, donc sur les règles de transparence, les grands principes éthiques, les règles sectorielles. C'est de passer un examen. Le parcours d'apprentissage dure à peu près 2 heures. Obtenir le certificat décroché, donc un score minimal de 75%. Et ensuite, les profils, qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'ils sont certifiés, on les publie sur notre site. Ils ont la possibilité d'utiliser un petit picto certifié. Il y a un filtre Instagram qui leur est mis. Alors, je crois qu'il y a une coupure de réseau. Mohamed, je ne sais pas si vous m'entendez. Visiblement, On a été on a été coupé. Mais c'est revenu. Donc, je vous laisse. On était sur le picto qui est à disposition. Voilà. Très bien. Alors, c'est un pictogramme qui leur est. Ouais, donc qu'ils puissent l'utiliser. Donc, et le but, c'est aussi de pousser ces profils à l'attention des marques. Et bien sûr, en fait, c'est pas un vain, il y a un engagement qui est pris
par le candidat, c'est de respecter les règles déontologiques. Et une fois qu'il obtient le certificat, nous, ce qu'on va faire, c'est dans le cadre de l'observatoire, on va contrôler que les règles sont bien respectées. Parce que le souhait aussi, c'est de préserver la valeur de ce certificat et de ne pas en dévoyer cette valeur, le sens en fait, et que derrière, ça soit utilisé comme un blanc-seing pour faire n'importe quoi. Concrètement, donc s'il y a une constatation de manquement à la suite de l'obtention de ce certificat, il y a des alertes qui sont émises à l'attention de l'influenceur et il y a une réponse graduée, une riposte graduée qui peut aller de la suspension, menace de suspension, au retrait du certificat, voire saisine du jury de déontologie publicitaire en cas de manquement grave, avec publication donc d'une décision et voilà, donc c'est un certificat qui se doit d'être promu, mais aussi il est contrôlé pour en préserver la valeur. Ce qu'on leur demande, c'est dans le parcours, c'est de vérifier quand même une petite checklist, faire en sorte que l'influenceur s'assure du statut légal du produit. Est-ce qu'il y a bien les mentions légales sur le site? Ça, c'est pour éviter en fait les promotions de produits interdits ou très, très réglementés, type crypto-monnaie ou produits financiers à haut risque ou dropshipping et tout ça. On enchaîne ensuite sur les règles de transparence, celles dont on parlait, où il faut indiquer cette intention commerciale, les grands principes éthiques, donc l'image et respect de la personne humaine, les enfants, la protection des enfants, avec ce nouveau cadre défini par le député Studer, qui enfin permet d'avoir un statut légal pour les enfants influenceurs. On en parlera tout à l'heure, et des règles sectorielles en lien avec l'alcool et la loi E20, les jeux d'argent, la santé, les produits cosmétiques, le CBD aussi, qui est une demande qui croît de plus en plus. En fait, c'est un secteur qui est croissant, vous le savez. Donc, on a de plus en plus de partenariats, on constate de plus en plus de partenariats avec des influenceurs en faveur de produits CBD, et donc il y a un cadre là aussi à respecter. Ce que je vous propose à présent, c'est de vous donner un aperçu du parcours avec des exemples, les do's, les don'ts, la manière dont on les adresse aux influenceurs, mais qui peuvent être extrêmement instructifs pour tous les acteurs de la chaîne de valeur, marque, agence ou autre. Donc sur la transparence, vous l'avez compris, c'est cette notion d'engagement réciproque. Le fait de masquer l'intention commerciale, on l'a vu avec la condamnation de Nabila, c'est puni par la loi. Nabila a été amenée à payer une amende de 20 000 €. Ça peut être beaucoup plus important parce que le code de la consommation prévoit pour les pratiques commerciales trompeuses, parce que c'est une pratique commerciale trompeuse, que de ne pas dire qu'on a été rémunéré ou de ne pas dire qu'on est face à une communication commerciale. C'est une amende qui peut aller jusqu'à 300 000 €. Amende qui peut être portée jusqu'à la moitié des investissements publicitaires qui ont servi à la commission de l'infraction et 2 ans d'emprisonnement. Donc, on leur apprend quand il faut mentionner les partenariats et comment les mentionner. Donc, s'il n'y a aucune marque, il n'y a rien à dire, bien sûr. S'il n'y a pas d'engagement réciproque, par exemple, l'influenceur reçoit un cadeau, est invité à un événement ou autre, et que finalement, il est libre de poster ou non un contenu, il est libre d'en parler en bien ou en mal, il n'y a pas d'engagement réciproque. On est dans la relation classique, relation presse ou autre, mais il n'y a pas de... parce qu'il y a cette liberté conservée. En revanche, quand il y a des engagements réciproques, je vous disais en intro, c'est quelle que soit la contrepartie de la marque, un paiement, un cadeau, des goodies, une invitation à événement, là, il faut indiquer la collaboration commerciale, et ce, de manière explicite et instantanée. Donc, quelques exemples. Typiquement, là, on a une influenceuse qui est une digital mum qui reçoit d'une marque de prêt-à-porter des habits pour elle et ses enfants tous les mois. Elle est libre ou non de le mettre sur son blog. En revanche, il y a par un système d'affiliation, toute commande qui est opérée depuis son blog, modulo un code promo ou autre, vers le site d'e-commerce de la marque, eh bien, alors, elle touche une commission de 6%. La marque lui reverse une commission de 6% sur chaque achat. Les engagements réciproques sont dans ce deal qu'elle a avec la marque. Pour toute commande prise, je vous reverse 6%. Donc, il y a un partenariat et elle doit l'indiquer dans son blog qu'il y a bien un partenariat. À l'inverse, si on envoie des produits à des blogueurs alors qu'ils ont vraiment cette liberté d'en parler ou non, ce qu'on fait là, par exemple, pour un test produit sans gluten, et bien dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas lieu d'indiquer la collaboration commerciale parce qu'il n'y a pas d'engagement d'en parler. Là, typiquement, les rédacteurs auraient pu en parler ou pas, et ce, en bien ou en mal.
Comment la mentionner? Le texte, on l'a vu, le prévoit donc de manière explicite, avec des termes clairs pour tous et instantanés, ce qui veut dire immédiatement. À faire, à ne pas faire. Il faut privilégier donc des termes qui soient accessibles. On privilégie aussi, on recommande beaucoup le recours à des fonctionnalités de plateforme. À des fonctionnalités des plateformes, donc en partenariat avec, sur Instagram, ou inclus de communication commerciale sur YouTube, ou l'usage de termes directement dans le post, dans le titre de la vidéo, dans le texte qui accompagne le post sur Instagram ou au sein de la story, des termes comme en partenariat avec, collaboration, partenariat, collaboration rémunérée, partenariat rémunéré, tout ça c'est clair pour tout le monde. En revanche, on considérera que ce n'est pas suffisamment clair si on recourt au terme ad. Ad qui veut dire, comme vous le savez, publicité en anglais, qui pour nous, professionnels de la communication, c'est sans doute un terme qui est aisément intelligible, mais qui ne l'est pas du tout pour le consommateur dit d'attention moyenne. Ad, ça ne veut pas dire grand-chose pour lui. Donc, on ne recommande pas l'usage du hashtag ad, product review, SP, sponsor, ou simplement merci, nom de la marque. Parce que le fait de remercier une marque ne veut pas forcément dire qu'il y a eu des engagements réciproques, qu'il y a une collaboration. On peut avoir reçu des produits d'une marque, mais sans avoir pris l'engagement, sans que la marque n'ait exigé de l'influenceur qu'il émette un contenu en sa faveur. Donc voilà, et de manière instantanée, c'est d'emblée, donc au début d'une vidéo, à l'écrit ou à l'audio, dans le texte qui accompagne un post, dans le titre d'une vidéo, et attention, pas dans la text box sous les vidéos YouTube où on est obligé de cliquer sur voir plus pour voir finalement tout en bas qu'il y a un partenariat. Il faut vraiment que ça accompagne d'emblée. Si je partage la vidéo, eh bien, cette indication doit l'accompagner. Donc on évite de le mettre à la fin d'une vidéo, d'une story. De noyer la révélation au milieu de nombreux hashtags, ou mots dièses en français, si on le veut, ou devoir cliquer sur la description d'une vidéo, comme je viens de vous le dire. Voilà, alors typiquement un bon exemple, un exemple à suivre, c'est la fameuse fonctionnalité inclus une communication commerciale qui apparaît entre 5 et 10 secondes, je crois, sur YouTube, et qui permet d'indiquer le fait qu'il y a bien une communication commerciale ou un placement de produit dans la vidéo. Sur Instagram, c'est l'usage de cette fonctionnalité partenariat rémunéré, là en l'occurrence avec la Redoute, donc c'est un exemple à suivre parce que c'est suffisamment clair et c'est en tête de poste. En revanche, là, on a un autre exemple où là, on a un grand merci à nom de la marque qui en tant que tel n'est pas suffisamment clair pour indiquer le partenariat. Ça peut se dire aussi au moyen de termes et pas forcément via les fonctionnalités. Les termes de l'influenceur, vous savez que depuis quelques mois maintenant, je collabore et représente la marque Clinique France en tant qu'ambassadrice. Elle le dit en début de poste, c'est suffisamment explicite pour ne pas avoir nécessairement à recourir aux fonctionnalités prévues par les plateformes. En revanche, le dire tout en bas du post, après un hashtag, le petit astérisque ad, là clairement, c'est pas suffisamment explicite, en tout cas pour une cible française. En story, il y a maintenant la fonctionnalité qu'on peut utiliser sur Instagram, qui est suffisamment claire. On peut aussi le mettre en surimpression, au moyen des textes qui viennent s'incorporer dans l'image. Alors attention, jamais à la verticale, parce que c'est pas suffisamment lisible, toujours à l'horizontale et en caractère lisible. Les sanctions, je vous en ai parlé, donc c'est jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Le texte sur lequel on se base, c'est le code de la consommation, ce sont les pratiques commerciales trompeuses, le fait de dissimuler l'intention commerciale, mais finalement, c'est aussi un principe qui est beaucoup plus ancien que cela, c'est l'identification de la publicité en fait. C'est un principe qui est aussi ancien que la presse. On va retrouver cette problématique qu'on avait à l'époque autour des publis rédactionnels, où justement on avait des articles qui prenaient la forme, enfin, un ton éditorial et qui dissimulaient leur intention commerciale. Eh bien, c'est le principe fondateur dans les règles légales ou déontologiques. Il faut identifier la publicité comme telle. Ça a été repris dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique 2004, l'article 20, qui oblige donc à identifier le caractère publicitaire, mais c'était aussi valable pour la presse. Donc on n'invente rien finalement. Ce sont des règles qui existent depuis longtemps, simplement on les adapte donc aux nouveaux usages et aux médias sociaux. Sur les grands principes éthiques auxquels les influenceurs sont sensibilisés, sont exactement les mêmes principes éthiques
adoptés par la profession et pour lesquels en fait on sensibilise l'interprofession, les agences, les marques, les médias. C'est l'identification, on va le voir, mais aussi le respect d'une publicité loyale, véridique et honnête, donc les exigences de véracité, de loyauté, aussi tout ce qui est décence, dignité, lutte contre les stéréotypes sexistes, de genre, donc toutes les règles qu'on va retrouver dans une recommandation déontologique qui est ancienne, qui date des années 70, qui a été révisée il y a peu pour y intégrer justement la question des stéréotypes, donc l'image et respect de la personne humaine, la protection des enfants, et qui est clé bien sûr dans le marketing d'influence, que ce soit les communications commerciales qui s'adressent aux enfants ou la mise en scène d'enfants avec le statut de l'enfant influenceur, et l'écologie, et cette fameuse lutte contre le greenwashing. Donc la recommandation développement durable adoptée par la profession, qui date pas d'hier, puisque la première version date de 1990 et on l'a renouvelée, on l'a mise à jour l'an dernier. Et donc là, je vous propose de voir quelques petits exemples, là pareil, des illustrations de bonnes pratiques ou de mauvaises pratiques en matière de marketing d'influence sur ces sujets-là. Donc la loyauté, on l'a vu, là c'est notre ami Nabila qui nous dit avec des petits cœurs autour de la tête que le Bitcoin c'est génial et qu'il n'y a rien à perdre, qu'on peut récupérer toute sa mise. Vous pouvez y aller les yeux fermés, elle s'adresse à un jeune public. C'est complètement un problème de loyauté, de véracité, d'honnêteté. Donc vis-à-vis des consommateurs. Mais la loyauté ne s'exprime pas uniquement vis-à-vis des consommateurs, mais aussi entre concurrents. Donc là, c'est un exemple qu'on a, mais qui n'existe pas. C'est une pratique qui, à notre connaissance, n'existe pas en France, mais qui nous vient des États-Unis. Mais la culture des entreprises est sans doute très différente là-bas, entre concurrents, où on a des influenceuses qui ont été payées près de 85 000 $ pour faire des revues négatives de concurrents. Donc, ils se sont fait épingler par la FTC, la Federal Trade Commission, qui est l'équivalent de la DGCCRF aux États-Unis. Donc voilà. En France, on va avoir d'autres pratiques qu'on aura pu constater, où on aura des égéries de marques, donc des contrats sur la durée entre un créateur de contenu et une marque, qui vont de manière organique, en dehors de toute collaboration commerciale, pouvoir par exemple faire des crash tests et démolir des produits concurrents des marques pour lesquelles elles ont l'habitude de travailler, pour lesquelles elles sont égéries. On a eu le cas avec une marque de cosmétiques où une célèbre égérie influenceuse fait un crash test produit sur un eyeliner et démolit un produit de la concurrence en disant qu'elle doit finir son maquillage avec le produit avec lequel elle est en partenariat. Donc même si on est dans une vidéo organique, non rémunérée, à notre connaissance, mais on pense que ça n'a pas été rémunéré, c'est son avis personnel, elle le dit au début de la vidéo, et encore une fois, c'est pas la culture des grandes marques françaises. On peut s'interroger sur la légitimité de sa parole et son objectivité, sachant qu'elle est en partenariat avec une marque. Image et respect de la personne, clairement, les exemples à ne pas suivre sont les impératifs de décence, de dignité. La décence, ici, c'est un cas qu'on a relevé dans le cadre de l'Observatoire l'an dernier, où un contenu d'influenceur en faveur d'une marque de lubrifiant mécanique, l'influenceur n'a pas trouvé mieux que de mettre sa copine nue sur une moto pour faire la promotion de ce produit. Bien sûr, ce genre de contenu, on pourrait ne pas l'évoquer, il est évident, c'est du bon sens. Sur l'enfant influenceur, on en parlait en intro, il y avait une zone grise, une zone de non-droit pour l'enfant influenceur, et le député Studer donc, a adopté, c'est la loi. Le Parlement a adopté cette loi qui porte le nom du député qui l'a portée, qui a étendu donc le régime applicable aux enfants du spectacle, aux enfants mannequins, aux enfants influenceurs. Donc dorénavant, leur rémunération est séquestrée, est bloquée dans un compte séquestre, à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'âge de leur majorité, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et selon qu'ils ont une relation de travail ou non, il conviendra d'obtenir dorénavant une autorisation individuelle, un agrément auprès de l'administration, auprès de la préfecture. Ou si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de relation de travail, une déclaration. On attend un décret qui nous fixera donc les seuils en termes de durée, en termes de rémunération justement, qui devrait arriver d'ici peu. Donc ça, c'est le statut de l'enfant influenceur. Je vous fais vraiment des petites captures un peu de ce qu'on voit dans le cadre de ce parcours-là. Sur la partie écologie et publicité, donc on va sensibiliser les influenceurs au greenwashing. On leur explique ce qu'est le greenwashing. Vous savez bien ce que c'est, vous, communicants. C'est utiliser à tort ou exagérer les propriétés environnementales d'un produit.
Par exemple, cette nouvelle crème solaire protège les océans. On leur dit non, il n'existe pas de produit manufacturé qui protège les océans, qui protège la planète. Tous les produits manufacturés ont, si on tient compte de leur cycle de vie complet, une émission, un impact carbone au moment de leur fabrication ou au moment de leur recyclage, leur mise au rebut ou autre. Donc, on les alerte sur l'emploi de termes respectueux de l'environnement, écologique, éco-responsable, y compris dans les hashtags. Le vocabulaire doit être proportionné. On doit expliquer en quoi un produit peut revendiquer les bénéfices, les allégations environnementales. Le second objectif, au-delà des allégations environnementales, c'est de ne pas représenter des comportements qui soient préjudiciables à l'environnement. Par exemple, représenter un véhicule sur un espace naturel. Là, en l'occurrence, ce n'est pas admis en publicité comme en marketing d'influence. Et sur en application de la recommandation développement durable, mais aussi du code de l'environnement. Donc des règles transversales, mais aussi des règles sectorielles en lien avec plusieurs secteurs, les produits cosmétiques. Par exemple, pour un produit cosmétique, on ne peut pas revendiquer une action thérapeutique d'un produit, ça ne correspond pas à la définition légale des produits cosmétiques. Donc on ne peut pas dire d'un produit cosmétique qui permet de lutter contre les maladies de la peau telles que l'eczéma, le psoriasis ou même des problèmes d'acné. Non, cela relève du médicament et non pas des produits cosmétiques. Donc il y a des domaines qui sont bien définis. Pareil, sur la partie cruelty-free, non testée sur les animaux, on observe beaucoup d'influenceurs qui, sans doute dans leur brief, ont recours à ces allégations. Cruelty-free, c'est interdit pour les produits cosmétiques, tout simplement parce que la loi l'interdit en fait. Donc il n'y a pas, depuis 2013, il n'y a pas de produits cosmétiques qui puissent être testés sur des animaux. Donc c'est une forme de distinction abusive que de revendiquer le fait que le produit est cruelty-free et n'ait pas été testé sur des animaux. Parce que en fait, c'est obligatoire et c'est valable pour tout le monde en fait. Donc on ne peut pas en tirer un argument puisque la loi l'interdit. Et là, pareil, les problématiques au carrefour des produits cosmétiques et de l'environnement sont nombreuses. Typiquement, là, une marque de soins qui est respectueuse de l'environnement c'est une allégation, une revendication qui ne peut pas être faite pour un produit cosmétique comme pour tous les produits, parce que toute activité humaine a un impact écologique. Donc on veillera à cela, mais aussi à la représentation d'éléments naturels, par exemple la végétation, des espaces, des animaux, ou aussi des symboles emblématiques comme l'usage d'espèces en voie de disparition, comme le panda ou l'éléphant ou autre. Sur la santé, eh bien, c'est un secteur qui est extrêmement réglementé. Il y a un principe de fondateur qui est dans le code de la santé publique, qui est la médecine, la santé n'est pas un commerce. Eh bien, on ne peut pas revendiquer, par exemple, pour des compléments alimentaires, on ne peut pas revendiquer en fait des allégations thérapeutiques. Par exemple, là, ici, anti-nausée, elle est excessive en fait. Ça relève du domaine du médicament. Donc, il faut préférer des formulations de type aide à éviter les désagréments, inconfort pendant la grossesse, mais ça ne peut pas être autre chose que cela. Se pose aussi la question des médecins influenceurs qu'on voit de plus en plus prendre la parole, notamment sur des réseaux comme TikTok. On va voir de plus en plus de dermatologues, de plus en plus de chirurgiens qui vont prendre la parole, le praticien, le professionnel de santé influenceur. Il y a des obligations déontologiques. Le professionnel peut aujourd'hui prendre la parole, mais à des fins uniquement éducatives ou sanitaires, ou des informations générales sur son activité professionnelle, sur des informations scientifiquement étayées. Là, en l'occurrence, le fait d'avoir une influenceuse qui est ici célèbre et qui est interne, qui est médecin, faire un partenariat avec une marque de cosmétiques, ce n'est pas envisageable. C'est contraire à la fois au Code de la santé publique, à la déontologie. Il faut savoir que l'ARP a aussi une convention de partenariat avec le Conseil national de l'ordre des médecins et donc on coopère de manière rapprochée sur ces problématiques. Donc les influenceurs qui prennent la parole pour effectivement sur des pathologies particulières ou autres,
On peut aussi s'interroger sur la frontière entre l'information objective, éducative, sanitaire et la communication qui parfois peut être publicitaire ou l'autopromo dans ce type de contenu. Un médecin, un chirurgien par exemple qui va vous parler sur TikTok d'opérations, d'interventions chirurgicales en taisant les risques, en ne montrant que les succès, que ces succès, il y a clairement une valeur incitative. En tout cas, on peut y percevoir une valeur incitative et donc du coup, on sort de l'information purement objective, qui est le cadre dans lequel un influenceur médecin peut s'exprimer. Se pose aussi la question de la promotion via le marketing d'influence, mais aussi de la publicité des plateformes de santé. Derrière, souvent, ce sont des médecins, donc la prudence aussi est de mise. Le cadre européen, lui, se veut plus souple, mais en France, on a encore, bien sûr, un cadre qui est un principe de base, qui est donc que la santé n'est pas un commerce, et donc les communications commerciales qui relèvent de la santé et qui mettent en scène des praticiens, des médecins, pour ce type de service-là, sont à manier avec précaution. Pour cela, on accompagne beaucoup nos agences, les marques, les médias sur la conformité de ce type de contenu, et on sollicite, on encourage à nous demander en conseil. L'ARP prend à peu près 20 000 conseils par an. C'est une équipe d'une dizaine de juristes spécialisés en droit de la communication, droit de la communication, consommation, médias, et qui vont accompagner tous les acteurs pour tous les supports médias. Ça va être le digital, la télé, la presse, la radio, l'affichage, dans la conformité déontologique et légale de leur campagne. Donc voilà, pour les adhérents qui seraient ici présents, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça. Le vapotage, là aussi, on constate aussi des opérations de marketing d'influence en faveur de produits de vapotage, c'est interdit. Purement et simplement interdit. On ne peut pas faire de publicité directe ou indirecte ou propagande pour les produits du vapotage. C'est dans le code de la santé publique. Malheureusement, on constate que les acteurs de ce secteur, eh bien, pour contourner un peu cette interdiction et cette opposition que pourraient leur faire des médias dits plus traditionnels, vont miser sur la méconnaissance du cadre légal chez certains influenceurs pour activer la promotion de leurs produits. C'est malheureusement ce qu'on constate pour certains secteurs interdits de publicité. Les comportements alimentaires, là c'est un exemple classique où là c'est la profession qui a mis en place cette règle, où on s'interdit de représenter des situations de consommation devant des écrans à domicile. C'est une recommandation qui relève du plan national nutrition santé, c'est de santé publique. C'est un comportement qui favorise l'obésité. On est passif devant un écran, on n'a pas forcément conscience des quantités, du sentiment de satiété. Donc ce sont des représentations qui ne sont plus admises. Justement, pour lutter contre l'obésité, particulièrement l'obésité infantile, on ne représente plus de situation de consommation passive devant un écran à domicile ou de consommation excessive. On a un exemple là sur TikTok où on a un jeune qui se voit offrir un sac rempli de bonbons et ce qui déplie, une fois qu'il a fini le sac, et ben ça décuple ses performances sportives. C'est contraire, bien sûr, à la recommandation déontologique, comportements alimentaires ou alors la consommation, le grignotage tout au long de la journée. Là, ici, pour une pâte à tartiner, on a une influenceuse qui en mange toute la journée à 10h, à 16h, à 19h. L'alcool, c'est un sujet sur lequel on accompagne beaucoup nos membres, parce que le cadre, comme vous le savez, est extrêmement réglementé, extrêmement régulé. Et donc, le marketing d'influence est une communication commerciale comme la publicité, au même titre que la publicité. Donc, elle aussi rentre dans ce cas, dans le cas de la loi E20. D'ailleurs, la loi E20 est extrêmement large puisqu'elle vise la publicité directe ou indirecte ou la propagande. Donc, on va sensibiliser les influenceurs au même titre que les autres professionnels sur est-ce que l'influenceur a le droit de prendre la parole pour le compte d'une marque d'alcool? Est-ce que ce qu'il dit est autorisé par la loi? À qui peut-il s'adresser? Et est-ce qu'il a bien indiqué le message de modération? Voilà, donc ce sont des règles, on va vraiment pour le coup simplifier tant que faire se peut le contenu de la loi E20 pour le rendre accessible à l'influenceur. Typiquement, nous, on part du principe que un créateur de contenu, s'il doit prendre la parole en faveur d'une marque d'alcool, seuls les professionnels peuvent être représentés dans une communication commerciale. Dès lors, un influenceur lifestyle, voyage, mode ou autre, qui est un consommateur, ne peut pas prendre la parole pour le compte d'une marque d'alcool. Donc seuls les sommeliers, maîtres de chez, barman peuvent le faire.
Ensuite, une fois qu'on a coché cette case, est-ce que l'émetteur est habilité à prendre la parole? La liste des indications doit obligatoirement pouvoir se rattacher à ce qui est prévu, à une liste qui est limitative, qui est prévue dans la loi et tout ce qui est pas dans cette liste, tout ce qui figure pas dans cette liste est interdit. Donc la communication doit se limiter à indiquer donc la dénomination, le nom du produit, les modalités, de consommation, donc les conditions optimales de dégustation, le food pairing. Par exemple, tel vin s'accommode parfaitement bien avec tel, mets ou telle bière avec tel fromage ou autre. Ou voilà, donc ça c'est les modalités et conditions optimales de dégustation, modalité mode. On a aussi le mode d'élaboration, donc ça va être les recettes de cocktails, la composition du produit, les différentes étapes du processus pour aboutir au produit fini, les références objectives relatives aux couleurs, tout ce qui est qualité finalement organoleptique en fait du produit. Donc voilà, ça c'est la liste qui est autorisée. Si on ne peut pas, dans les références d'un audio, visuel, textuel d'un contenu d'influenceur ou de publicitaire, en fait, sortir de ce cadre. Et bien sûr, on s'interdit de communiquer, à l'attention d'un public mineur, ça doit être un public majeur. Et enfin, il faut indiquer correctement, et in extenso, dans son intégralité, la mention, le message de modération: «L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération». Voilà, donc un exemple de marketing d'influence qui est autorisé, parce que là, on a une chef qui est, Anne-Sophie Pic, qui a un partenariat avec, un hôtel et qui nous fait la promotion, aussi d'un vin, un grand vin de Château Latour et qui nous fait du food pairing. Il nous dit voilà, sa compagne, donc les personnes représentées sont des professionnels. On est sur du food pairing, donc sur des conditions optimales de dégustation et elle a bien indiqué donc, le message de modération: «L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération». Donc voilà, donc il faut vraiment cocher tout ça. L'émetteur, le visuel, le message de modération. C'est la grille de lecture à avoir pour la loi E20. Là, en l'occurrence, on a, des influenceurs lifestyle qui sont en situation de consommation pour un pour une marque, pour une marque d'alcool et donc, eh bien non, il ne s'agit pas d'un professionnel, il est dans une situation de consommation et il n'y a pas de message de modération, donc là, il n'y a rien qui est respecté. On est vraiment dans la communication qui est en dehors totalement des clous. Voilà pour ce qui est du parcours. Pour reboucler sur le certificat, ça fonctionnera heu, si tout le monde est le promeut, au niveau de à son niveau au sein de la chaîne de valeur. Donc bien sûr, les marques ont un rôle clé, l'inciter ou privilégier, prioriser des partenariats avec les profils certifiés. Les plateformes aussi, je vous ai dit en intro que TikTok était membres du comité de suivi, ils ont été hyper supportifs puisqu'ils ont produit un module à part entière sur l'identification, la transparence sur leur plateforme, au sein du certificat. Donc les influenceurs qui suivent finalement ce module, eh ben, pourront suivre, eh bien, seront exposés à ce contenu. Bonjour et bienvenue au module TikTok du certificat de l'influence responsable. Je m'appelle Lola Salvini et je travaille dans l'équipe Creator Solutions en France. Sur TikTok, les utilisateurs vont trouver des moyens créatifs d'être authentiques et de se connecter avec des communautés qui partagent les mêmes intérêts et les mêmes passions qu'eux. Notre plateforme offre aux marques et aux créateurs un moyen d'atteindre et d'engager de nouvelles audiences, un moyen de faire partie d'une communauté et leur offre également un espace pour exprimer leur créativité. Et on continue chaque jour à développer des outils et des ressources, toujours dans le respect de notre politique de transparence. TikTok est membre de l'ARPP et à ce titre, on soutient le système d'autorégulation de la publicité qui existe en France. Concrètement, la mission de l'ARPP, c'est de faire respecter l'équilibre entre la créativité et la liberté d'expression des annonceurs et la responsabilité et le respect qui sont dus aux consommateurs. Si vous êtes un créateur de contenu sur TikTok, vous avez une responsabilité de transparence envers les marques avec lesquelles vous travaillez et envers votre communauté. Donc voilà, je ne vais pas vous diffuser l'intégralité de la vidéo qui dure quand même 7 minutes, mais concrètement, ensuite, il y a une présentation des fonctionnalités, notamment un branded content toggle qui permet justement d'assurer cette transparence sur la plateforme et donc du coup d'informer, de manière, transparente et claire et explicite les audiences, les utilisateurs de la plateforme, qu'il s'agit d'un partenariat, rémunéré, d'une communication commerciale.
Donc les plateformes ont un rôle à jouer, bien sûr. Les agences aussi, vous, agences, avez ce rôle de valoriser les profils certifiés auprès des marques et de maîtriser aussi ce cadre légal, ce cadre éthique et de le promouvoir auprès des influenceurs. Et enfin, bien sûr, comme on le disait, les influenceurs qui sont une partie prenante clé dans le dispositif. Il n'y a pas de marketing d'influence sans influenceurs. Donc, ils s'influencent entre eux et donc, il y aura un effet de levier clairement si les KOL, les grands influenceurs, finalement, passent le certificat auprès des autres influenceurs, à communauté plus modeste. Donc voilà, donc l'ARP, je vous l'ai dit, je termine par une présentation de l'ARP. Ça peut paraître un peu original, mais voilà, donc on a un organisme qui a été créé en 1935, donc il y a plus de 80 ans. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui a conduit à la création de l'ARP à l'origine, c'était la lutte contre les annonces fallacieuses et les annonces presse fallacieuses, où très vite la profession, à l'époque, nos aînés ont compris qu'il fallait mettre en place des bonnes pratiques, des règles éthiques pour mettre un terme à ces mauvaises pratiques. Et finalement, l'histoire se répète parce qu'on reboucle, et c'est valable pour tout secteur émergent. Dès lors qu'il y a un secteur émergent qui est nouveau, il faut des règles. Et c'est grâce à ces règles qu'on permet à un marché de se pérenniser. Voilà, donc l'ARP, c'est aussi 800 entreprises adhérentes qu'on remercie pour leur agence, annonceurs, médias, qu'on remercie pour leur attachement aux règles éthiques. Et c'est aussi donc une équipe d'une dizaine de juristes spécialisés en droit de la communication, consommation et publicité. Donc, l'ensemble de nos règles sont accessibles sur notre site, donc compilées dans un code, le code de l'ARP. Et aussi, vous avez donc des bonnes pratiques que vous allez pouvoir découvrir sur notre chaîne YouTube. Donc des motion design pour chacune des recommandations et surtout en ce moment sur notre compte Instagram, donc Harpe Pub, où justement c'est le moyen pour nous de cibler la communauté des influenceurs, où on va justement gamifier un peu cette relation avec les influenceurs autour des règles éthiques avec des quiz, des jeux, une présentation un peu ludique, des règles déontologiques. Et je pense en avoir terminé. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Monsieur Montsouris, c'était extrêmement intéressant. Alors, je vais laisser la parole à ceux qui ont des questions, mais je vais commencer tout de suite, peut-être en m'adressant à Marie, qui est la directrice de l'UCC, parce que je trouve que votre intervention est extrêmement pédagogique et on souhaitait inviter les étudiants en communication lors de cette conférence aujourd'hui. Malheureusement, leur emploi du temps leur empêchait d'être là. Mais je propose, Marie, peut-être qu'on envoie cette rediffusion, enfin en tout cas cet enregistrement aux différentes écoles, ISCOM, EFAP, ISEG, etc., pour diffusion à leurs étudiants, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils pourraient apprendre. Enfin, en tout cas, c'est très intéressant et je pense que si vous nous si on est autorisé à faire ça, Monsieur Montsouris, bien sûr en mentionnant hashtag sponsorisé, hashtag tout ce que vous voulez, mais voilà. Non, aucun souci, aucun souci. Merci à vous en tout cas. Je pense qu'il y a des questions peut-être, non, dans la chatbox. Est-ce que, Monsieur Montsouris, vous pouvez juste arrêter le partage de la connexion, oui, comme ça on pardon. peut se voir. Oui. Voilà, super. Vous pouvez prendre la parole si vous avez des questions, évidemment. Je crois qu'il y en a certaines qui ont déjà été posées sur le chat, notamment. Alors, je me permets, il y a Isabelle Metzger qui demande si le certificat est payant ou gratuit pour les influenceurs et quelle est la durée nécessaire pour suivre les cours et passer l'examen. Ah oui, hyper important, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, c'est 49 € TTC. Le certificat, pour la simple raison que en fait, le certificat, ça aussi je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire, il est en partenariat avec Media Institute. Media Institute qui est un organisme de formation spécialisé dans la communication, les médias et le marketing. Et donc, il y a bien sûr des frais en fait, de location de plateforme d'e-learning et tout. Donc voilà, c'est aussi pour couvrir ces frais. C'est aussi parce qu'il a une valeur. Et sa durée de validité, c'est alors, il y a une question de versionning en fait. Aujourd'hui, on a la V1, V1.1, V1.2, V1.3. On est en ce moment. Dès lors qu'on passe à une V+1, à la V2, qui serait justifié par un changement du cadre légal, éthique ou déontologique. Dans ce cas-là, les influenceurs certifiés auront 3 mois pour passer à la V2 en fait. Donc pour se former à ce nouveau cadre. Donc c'est uniquement s'il y a vraiment un nouveau cadre qui change profondément en fait les règles. S'il s'agit uniquement d'ajouter des modules
On ne passera pas à une V2, on sera à 0.4, 0.5, 0.6. Mais voilà, quand on passera à la V2, si on y passe un jour, mais on pense qu'on y passera un jour, mais dans ce cas-là, les influenceurs auront jusqu'à 3 mois pour basculer sur cette nouvelle version. Il y a une autre question de Juliette qui est très intéressante. Elle dit que donc, dans le cadre de son activité, elle est régulièrement sollicitée sur les réseaux sociaux par des influenceurs souhaitant tester les produits. Elle met entre parenthèses, nous n'exigeons jamais de poste en échange de l'envoi d'un produit et donc d'organiser des concours avec les abonnés des influenceurs. Est-ce qu'il y a des règles à respecter au sujet des concours? Sur le sujet des concours, nous, on part du principe qu'il y a un partenariat. Et donc, quand même, il faut indiquer le partenariat. Même si c'est à l'initiative de l'influenceur et qui vient et qui dit j'aimerais travailler avec votre marque. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui caractérise la collaboration sont les engagements réciproques et dans le process, s'il y a l'organisation d'un concours, à un moment donné, il y a quelque part, à un moment donné, la marque va exiger certaines choses de l'influenceur, même si c'est à son initiative. Donc là, on entre dans une forme de collaboration et donc du coup, il faut indiquer ce partenariat, enfin l'existence d'une collaboration, même si c'est initié par l'influenceur. Ok. Il y a Caroline qui a une question. Oui, vous parliez au tout début de la mention de cadeaux. Un influenceur, par exemple, qui va manger toujours dans le même restaurant ou qui est invité régulièrement dans le même hôtel, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de convention, il n'y a rien, c'est un cadeau. Vous disiez que dans ce cas-là, il n'y a pas de nécessité de mentionner un partenariat. Est-ce que ce n'est pas là la faille, s'il devait y en avoir une? Si, c'est une excellente remarque. Sur ces sujets-là, que ce soit la récurrence des cadeaux ou la valeur du cadeau, clairement, le créateur, l'influenceur, parfois va se sentir redevable vis-à-vis de la marque et va se sentir obligé d'émettre un contenu. Donc, il y a une possible requalification de l'opération si jamais on avait cette récurrence de contenu en faveur d'une même marque ou vous recevez, enfin, clairement, on vous offre une Ferrari, vous allez vous sentir obligé d'en parler. C'est ça. Donc là, de fait, il y a une collaboration qui peut, donc c'est des situations qui peuvent être qualifiées effectivement sur la base de la collaboration si on a cette récurrence. Parce que quelque part, il y a une dépendance qui s'instaure entre la marque et l'influenceur, donc ça peut être qualifié, ouais. Et j'ai une question dans la question. On parle d'influenceur, mais est-ce que un chanteur ou une célébrité qui va parler d'une marque sans contrat devient de fait influenceur ou est-ce qu'on s'éloigne du sujet C'est tout type d'émetteurs de contenu, donc ça peut être des grandes stars, des chanteurs, des talents, des artistes. Mais là, encore une fois, quel que soit le type d'émetteur du contenu, du talent, du créateur de contenu, l'influenceur, on l'appelle comme on veut, c'est dès lors qu'il y a si la marque exige de lui qu'il produise un contenu, on est dans la collaboration. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai une question complémentaire. Est-ce que vous parliez tout à l'heure des collaborations avec TikTok, avec Google et donc YouTube. Est-ce que le nouveau groupe Meta, Facebook, Instagram, est-ce qu'ils sont sensibles à ces dispositifs? Est-ce qu'ils ont est-ce que vous pouvez leur parler? Est-ce qu'il y a un échange possible avec eux? Facebook n'est pas adhérent à l'ARPA. C'est la plateforme. La cotisation est trop chère, peut-être? Non, certainement pas. Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Non, Facebook n'adhère pas à la RPP. Ils sont, on échange, on a déjà échangé sur l'observatoire, ils sont au courant de nos actions. Voilà, ensuite, c'est est-ce qu'il y a une volonté politique d'adhérer à un système d'autorégulation au niveau chez eux, au niveau mondial. Il y a peut-être aussi, voilà, dans la constitution de ce type de plan réduite, en fait. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, vous qui avez assisté à cette conférence? Marie. Je sais que vous avez lancé ce certificat il n'y a pas très très longtemps. Est-ce que vous sentez un engouement de la part des influenceurs et est-ce que vous avez déjà reçu pas mal de demandes d'inscription au certificat? Comment est la tendance? On a une trentaine d'inscrits.
et on a à peu près la moitié qui ont décroché le certificat. Ensuite, ce que je disais dans la présentation, c'est clairement, il y a un rôle clé à jouer par les marques en fait, et c'est des actions comme celle de Club Med récemment qui a communiqué dessus d'ailleurs, qui le rend obligatoire et que ça décollera. Et on est en échange avec d'autres marques adhérentes à l'ARP pour initier aussi donc on reste confiant par se distinguer sur la base d'une bonne pratique, se différencier. On pense que ça peut vraiment avoir un effet vertueux auprès de toute la chaîne de valeur, tout le marché, que ce soit les marques ou les influenceurs, mais aussi les consommateurs. Et en tout cas, on a aussi été amené à présenter le certificat au pouvoir public, à la DGCCRF, à d'autres autorités administratives. Il y a un accueil qui est quand même enthousiaste et favorable. Donc voilà, c'est vraiment l'affaire de tous et on pense que ça prendra, oui, progressivement. Est-ce que dans ce sens-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire justement entre l'UCC et la RPP? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de promouvoir ce certificat parmi nos membres qui travaillent régulièrement avec des influenceurs, la plupart du temps locaux? Est-ce qu'on ne peut pas trouver Complètement. voilà, une sorte de partenariat pour essayer de promouvoir ce certificat qui rentre complètement dans les valeurs et dans la charte éthique de l'UCC, quoi? Absolument, absolument. C'est vraiment, on encourage vraiment toute l'interprofession, toutes les organisations représentatives, quelles qu'elles soient, et ce serait tout à fait pertinent que l'UCC effectivement s'en empare et qu'on puisse voir ensemble comment favoriser son adoption. Ce serait vraiment une excellente chose, oui. On peut tout à fait en parler et prévoir un point On sur ce garde sujet. contact. J'ai vu que Marie Oui, avait pris note. On garde contact pour voilà, pour monter ça. Et promis, c'est pas des paroles en l'air. On va le faire. bien volontiers. Merci.